Et le dernier, comme ça, je passe la parole à Alberto. Je ne veux pas voler ton rôle de modérateur, mais Il est fait très bien, il est fait très bien, t'inquiète. il faut être attentif, Alberto. Tu vois, c'est comme ça, on la bouge la concurrence chaise. dans le futsal, c'est comme ça. Ça, c'est pour toi, mais après, je pense que c'est pour tous les trois parce qu'il y a deux qui sont mélangés. Il y a quelqu'un qui dit, qui te demande que c'est lequel ton mode de rotation, de changement des joueurs, ton de jeu préférentiel et en fonction de la hauteur de ton bloc. Et après, il y avait aussi Ben qui nous a demandé à tous les trois si on a une stratégie pour gérer les changements, si on a une méthode différente, si on essaie de chercher toujours l'équilibre d'alternance, si on fait des rotations par temps. Je te laisse et après, Alberto, je te laisse faire. Bon, juste pour répondre, et après je passe la parole aussi, que j'ai beaucoup parlé dernièrement. Je n'ai pas contrôlé le temps de mon intervention, mais je suis désolé si vous avez ennuyé avec moi. Bon, et pour moi, il est très, très, très simple. Le temps de jeu, le temps de rotation, il est très simple. C'est la fatigue. Pour moi, c'est la fatigue. Au moment qu'on voit qu'il y a un seul joueur qui n'est pas capable de faire un effort défensif, soit un repli défensif, soit un bon pressing sur les porteurs de ballon, à ce moment-là, ces joueurs, avant la phase offensive, ils doivent sortir rapidement. Il faut le remplacer. Donc, la fatigue, ça va être la consigne à suivre. Et pendant les matchs, parce que ça, au départ de chaque saison, c'est pas le même. Il y a des joueurs qui veulent gratter un petit peu des temps de jeu et ils essaient de faire un peu les malins. Et bon. Mais au moment qu'ils comprennent que si un joueur il est fatigué, peut-être qu'il n'arrive pas à faire un repli défensif ou une couverture ou même des tournées défensivement, c'est plus facile pour eux de comprendre à quel moment il faut qu'ils demandent les changements. Donc, si Rafa me permet de répondre. Oui, bien sûr. Mais... Bon, premier de tout, merci tous les deux et tous les 147 personnes courageuses qui sont restées avec nous jusqu'à la fin. Donc, pour moi, pour la rotation des joueurs, d'abord, il faut savoir si on est dans une équipe professionnelle ou dans une équipe amateur. Donc, dans ma situation actuelle, on n'est pas professionnel, mais on dirait que oui, parce que c'est un niveau international, donc on ne fait pas des cadeaux. Il joue ce qu'il doit jouer. Après, on entrera un peu dans les autres systèmes. Et quand c'est une équipe amateur, quand j'ai eu à Cléné ou quand j'ai eu à Mondor, on va dire que tous les qui sont dans la composition les méritent, parce que normalement, on a toujours plus de joueurs que ceux qui sont dans la composition. Donc, si tous les méritent, normalement, les premiers mi-temps, ils essaient de faire jouer tout le monde, et les deuxièmes mi-temps, ils essaient de gagner les matchs. Donc, une fois on passe au côté compétitif, on passe pas au côté social, et c'est une question d'équilibre. D'équilibrer aussi, j'essaie toujours d'avoir des droitiers et gauchers, surtout pour les coups pieds arrêtés, parce que c'est une partie très, très, très importante pour moi de jeu. D'accord? Et j'essaie aussi d'avoir un équilibre de profil offensif, profil défensif, et sachant que des fois, je vais avoir un peu plus besoin de vitesse, des fois, je vais avoir un peu plus besoin de garder la balle, donc on essaye d'équilibrer ces points-là. Et aussi, on fait attention à les situations spéciales. Donc, on va dire, si l'autre équipe, il a fait déjà ses 5 fautes, normalement, je vais essayer de mettre sur le terrain les joueurs qui pouvaient déséquilibrer un peu plus, ou qui pouvaient être censés de recevoir un 6e faute pour tirer un jet franc. Ou si je sais que je perds, il reste 12 minutes. Des fois, ça ne m'intéresse pas de mettre tous mes meilleurs joueurs si je vais avoir besoin de ces joueurs les 6 dernières minutes, 7 dernières minutes pour faire des powerplay. Les powerplay, ça ne fatigue pas si beaucoup comme en rotation normale, mais c'est normalement à la fin du match aussi. Donc, normalement, on essaye de faire souffler 2-3 minutes pour les mettre à fin. Moi, je me souviens bien de la finale de la Coupe de France. On perdait 4 ans à la mi-temps. C'était un peu débordé dans les vestiaires parce que voilà, on n'avait fait pas. Et on a pris le choix de jouer pour replay tous les 12e mi-temps. Avec, on avait 5 joueurs qui pouvaient faire le powerplay et les autres joueurs pouvaient le faire, oui, parce qu'on l'a fait dans l'entraînement et tout ça, mais je n'avais pas la confiance.
Donc, c'était en gestion de, OK, on commence. Une fois qu'on est tous morts, on met 3-4 minutes les joueurs pour vous faire souffler 3-4 minutes. On essaiera d'arrêter le jeu avec se faire les lacets, c'est par terre, etc. pour vous faire souffler. Dès qu'on est les 5 encore capables de participer, voilà, on entre. C'est bon, c'est pas bon, bah, ça m'a marché à quelques points. Ça marchait pas complètement, bah, on est revenu à 4-4. Mais c'est un peu ça, ça que j'aime le plus du coaching, c'est les jeux d'échecs, un peu de mettre les éléments dans un point ou dans un autre. Et moi, je réponds maintenant pour finir. Et pour moi, les changements ne sont pas automatiques. Pour moi, la base de tout, c'est. Je suis comme ça, ok? Peut-être que je n'ai pas raison, mais pour moi, c'est les jeux. Et dans les jeux, la tactique. Et alors, c'est ça qui me demande les jeux, c'est ça qui me demande les matchs. Et ça dépend de quoi me demandent les matchs, de quoi me demandent les jeux. Je vais prendre les joueurs qui sont des caractéristiques pour ou des caractéristiques pour faire changer la dynamique de match. Alors, quand je fais des changements, évidemment, je me rends compte et je remarque la fatigue, mais surtout, je ne fais pas des changements en cherchant l'équilibre. Parce que pour moi, l'équilibre, c'est la chose plus facile à défendre. Le plus difficile à défendre, c'est le déséquilibre. Et alors, j'essaie, si on est en train de perdre et je dois prendre des risques, je vais mettre Gebli sur le terrain. Parce que je sais que Gebli, il fait bien l'un contre un, il lit bien la défense. Si j'ai besoin de défendre un peu plus fort, je vais mettre dans la première des pressions à Bourras, à Galous, je sais pas, à Mathieu, au Jérôme de Nantes. Ça dépend de quoi me demandent les matchs, je vais faire les changements. Pour moi, je sais qu'il y a des entraîneurs qui sont trop fixés, trop cadrés avec les cestas. Ils font des changements de 4 en 4. Il y a des temps de jeu. On ne peut pas mettre ensemble un joueur là avec les joueurs là. Pour moi, non. Ça, les trucs qui me fait décider qui je mets dans le terrain ou qui je lève de le terrain, c'est l'expérience. L'expérience. Moi, ça fait plus des 20 ans que je suis entraîneur. Je fais pas mal de matchs et je sais déjà quand on a besoin de mettre un joueur qui va donner un peu plus de fraîcheur, quand on a besoin, après, comme Alberto il a dit, on est tacticien, mais un entraîneur, il est aussi un psychologue, il est aussi un homme de club. Parfois, il faut motiver à des joueurs qui ne sont pas très tactiques, mais il faut les faire jouer parce que si tu fais jouer qui a les 5 aussi plus forts, peut-être que le lundi à la séance d'entraînement, tu vas voir les 5, 6 plus forts. Et avec ça, tu ne peux pas travailler. Okay? Ça dépend. Pour moi, la réponse que je donne plus souvent à chaque fois qu'ils me font une question sur le futsal, c'est ça dépend. Ça dépend. Toujours ça dépend. OK? Bon, juste pour continuer, Rafa et Alberto, pour finir la réponse, c'est vrai que je ferai un petit mélange entre vous deux. Parce que c'est vrai qu'on cherche toujours des situations dans un match. On cherche peut-être l'équipe qui peut déséquilibrer, peut-être l'équipe rivale arrive à la 5e faute et on essaie de mettre de bons joueurs, de bons ailiers qui peuvent forcer peut-être la 6e faute qui nous amènerait à un jet de frein. Mais c'est aussi l'expérience. C'est-à-dire, il y a des moments où le meilleur joueur, ces jours-là, il n'est pas là. Et même si on croit que, parce que normalement il a été le meilleur joueur, ça va marcher, peut-être ces jours-là, il faut être psychologue, il faut dire, vaut mieux de pas prendre les risques avec lui, que normalement c'est les joueurs les plus forts. Donc voilà, d'un côté c'est l'expérience, d'un autre côté c'est aussi les points qu'on essaie de trouver, de mettre en place à chaque moment du match. Donc voilà, c'est ma réponse aussi. Ok. Je vais vous faire une question à chacun de vous et aussi une autre pour moi de tout ça que j'ai ramassé.
Et on finit avec une question comment qu'il vient de recevoir, que je pense que c'est intéressant pour connaître notre avis. Et sinon, tous les restes des questions, on pourra les répondre par email. Comme ça, on finira vers 20h30. On aura déjà d'ici, c'est 19h30 de chez vous. OK, on aura déjà fait 3h30 et je pense que ça sera début, déjà bien au début, pour tout on le avait monde. prévu 30 minutes pour chacun, mais après, on a De quelque façon, heureusement que Johan n'a pas pu être ici parce que sinon, Sinon, ça aurait à été long. 21h, on est toujours là. Oh. OK, donc, Rafa, on me demandait si pour les coups de pied arrêtés, tu les fais lors de la séance, tu l'intègres dans les séances ou tu fais une séance spécifique pour les coups de pied arrêtés dans les entraînements. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est une bonne réponse. Hein? Ouais. Normalement, je travaille beaucoup les coups de pied arrêtés parce que je pense que c'est une phase de jeu très efficace. Ils donnent des résultats. Et normalement, je ne sais pas si vous avez vu dans la semaine type, je le travaille toute la semaine à travers des actions tactiques et moyens tactiques et les principes défensifs. Et je mets aussi des exercices des 2 contre 2, des 3 contre 2, des 3 contre 3 pour travailler les coups de pied arrêtés. Mais normalement, les jeudis, je fais un petit circuit avec les joueurs pour travailler toutes les situations des coups de pied arrêtés. Ça me met 20 minutes, 25 minutes maximum, je ne pense pas. Et je fais des groupes de 4 et je divise les groupes et je mets tous les 4, vous faites les corners et tous les 4, vous faites les sorties presse. Tous les 4, vous faites la touche pour finir. Tous les 4, vous faites ça. Je mets à tous les joueurs en train de faire ça en activité. Je suis en train de corriger. Et à chaque 5-6 minutes, je dis top et tout le monde il va changer. Qui était en train de faire les sorties presse, il va faire la touche sortie presse. Et après, qui était là-bas, il va faire la touche pour finir. L'autre, il va faire les coups francs. Et normalement, ça, c'est bien parce que comme ça, c'est un rappel pour tous les joueurs. Parce que moi, je travaille pas mal des trucs, des stratégies. Et si tu ne travailles pas tous les séances, un petit peu au moins un petit rappel avant le match, les joueurs, ils ont la tendance à oublier. Alors, en tout cas, nous, les entraîneurs, maintenant, on utilise aussi les réseaux sociaux. Moi, la vidéo que vous avez vue, c'est la vidéo que j'ai envoyée à les joueurs de Nantes et à travers les groupes de WhatsApp sur YouTube. Et je les passe tout par écrit. Comme ça, et s'il y a quelqu'un qui a quelques doutes, il pouvait demander. Mais normalement, je le fais comme ça. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Peut-être que je Ça dépend. Ça dépend. Je travaille toujours les coups de pied arrêtés. Je les travaille comme ça. Normalement, je les travaille en formule jouée. Alors, je mets dans l'espace réduit, dans la moitié du terrain, je fais un 2 contre 2 avec 4 joueurs qui sont dans les coins pour faire des corners. Et alors, à chaque fois, il y a un corner. Il y a quelqu'un qui va faire un corner. Il y a 2 défenseurs, 2 attaquants. Si les défenseurs ils arrivent à récupérer le ballon, ils sont les droits à jouer les 2 contre 2. Il y a 2 gardiens aussi dans les cages. Si après, les attaquants ils arrivent à marquer, ils sont les droits à avoir un corner encore. Et comme ça, on fait un corner d'un côté, un corner d'un côté, un corner d'un côté, un corner d'un côté. Comme ça, on est toujours en train de travailler les corners, on est dans l'espace réduit, on travaille les dualités parce qu'il y a des jeux réels aussi, on travaille la finition, on travaille les gardiens, et on travaille aussi les rôles des changements offensifs, défensifs. C'est un exercice qui est complet, que tu le fais dans 20 mètres. Comme ça, tu as la moitié du terrain pour travailler les gardiens ou pour travailler quelque chose de différent. Et ça, c'est efficace. Je travaille comme ça et je le travaille aussi en analytique. L'explication, c'est analytique. Et après, je commence à introduire des défenseurs. Okay. Très bien, bien répondu. Manolo, considères-tu les caractéristiques de tes joueurs pour établir les paramètres pour changer défensivement, pour les changements défensifs? Si tu considères les caractéristiques de tes joueurs pour établir tes paramètres? Non, pas forcément, pas forcément. Et bien sûr qu'il y a des paramètres, bien sûr qu'on a, par exemple, on arrive, je vais poser ton exemple, Alberto, on arrive dans une équipe où la moyenne d'âge, c'était 32 ans.
c'est pas pareil que quand on arrive sur une équipe où tu as des jeunes. Quand tu as des jeunes, la réactivité défensive, il faut l'exploiter. Et quand tu as des joueurs plus âgés, peut-être il faut penser à d'autres systèmes défensifs, d'autres systèmes de jeu, d'autres paramètres. Donc voilà, si on trouve ça, bien sûr qu'il faudrait avoir une considération sur tous les paramètres quand on va avec une défense haute, quand on va au milieu de terrain, quand on va sur une défense basse. Mais s'il y a un mélange de joueurs, qu'il y a des joueurs avec plus d'expérience, il y a plus de joueurs jeunes, normalement, je n'ai pas de différence entre les unes et les autres. Bien. Donc, une question qu'on m'a fait pour moi, Passion Futsal, je ne sais pas s'il est encore là, me demande si les statistiques pouvaient me faire changer un choix d'un joueur s'il a des mètres moins temps un joueur, s'il a des mauvais stats, etc. Et les stats sont d'information, ça dépend de ce que tu fais avec l'information et ça que tu peux faire, on va dire. Pour moi, il y a une chose que c'est plus clair que les stats, et c'est ça que tu sens dans les terrains, ça que tu vois sur le terrain. Peut-être un joueur, il peut être il a moins de voûtes quand il est sur le terrain que quand il sort parce que il a, dans ses matchs, ça a tombé comme ça. Nous, l'information qu'on reçoit, on l'utilise pour détecter des situations, pour détecter des problèmes, pour détecter des moments qu'il faut étudier un peu plus, il faut approfondir. On ne voit pas les trucs et on dit, ouais, lui, il a pris sur la liste qu'on a vue tout à l'heure, celui qui avait moins 8, c'est à mon avis notre joueur le plus important. Et c'est lui qui a les pires statistiques dans ses points. Il faut voir pourquoi il a cette statistique. Moi, je sais pourquoi cette statistique dans ce points, c'est parce que dans un match, on a pris plusieurs voûtes sur powerplay et aussi il sort pour défendre aussi les coups pieds arrêtés parce que c'est les plus grands, c'est lui qu'on met toujours dans les poteaux. On a pris aussi 2 buts de ça. Cet stage qu'on a joué 4 matchs, c'est lui qui a joué le plus de minutes possible et en plus, on a fait un match nul et 3 défaites. Donc forcément, il va avoir des informations négatives. Mais il faut savoir pourquoi il a cette information négative. Ça qui nous a surpris, par contre, c'est celui qui avait un 3 positif. Il n'y avait pas trop de positifs. Il y a un 3 positif et c'est un joueur qui, à tout début, il ne comptait pas trop pour nous. Il était un joueur qui avait un bon condition technique, très fort, techniquement. Physiquement, c'était trop léger. Il ne fait même pas 50 kilos. Mais tactiquement, il a grandi et surtout, il a grandi à niveau de compétiteur. Il est un compétiteur maintenant qu'il n'était pas avant. Avant, il s'est fait s'éliminer comme ça. Et maintenant, c'est un chien. Et ça on l'a vu sur les stats, mais ça, tu les sens déjà sur le terrain. Tu les vois déjà qu'il a changé quelque chose. Donc, c'est pas normalement qu'on voit un numéro et ce numéro, te dit il est fort, il n'est pas fort. Ce numéro, il te dit, Alberto, le staff, allez regarder ça parce qu'il y a quelque chose que peut-être on n'est pas bien fait. D'accord? Donc, je vais finir avec les dernières questions pour tous les 3. Tous les restes des questions, vous pouvez nous l'envoyer par mail ou même sur Facebook. Vous pouvez vous taguer Rafa, Manolo ou moi-même. Ou Johan, vous les demandez s'il va bien. Et la dernière question, je l'avais vue, ça fait pas longtemps. Il disait pouvoir. Attends, parce que je viens de le perdre. Vous avez connu le travail du futsal espagnol. Pourquoi en France, ça n'aboutit même les mêmes résultats et tactiquement? Moi, j'ai mon idée. Je vais laisser s'exprimer première Raphaël Manolo et après, je donnerai mon idée. Moi, je commence. Je commence comme ça. Bon, avant tout, comme c'est la dernière intervention, je voudrais remercier à tous les passionnés de futsal qui sont été présents. À un moment donné, on avait plus de 80. Ça fait plaisir. Comme Alberto il a dit, on attend votre retour sur les réseaux sociaux pour améliorer pour la prochaine fois. Et si vous avez des questions encore, on a marqué Twitter, on a marqué, vous pouvez nous trouver par Facebook aussi, on a l'adresse mail. Et pour répondre à la question, moi, je pense que Manolo, il va répondre pareil, parce qu'on a parlé un petit peu.
c'est parce qu'il manque des écoles de futsal. Il n'y a pas la base. Alors, quand on a parlé de la tactique collective, on ne peut pas y arriver à la tactique collective parfaite si on n'a pas travaillé les actions à 1, à 2 et à 3 avant. Si on n'a pas les éléments de base, si on n'a pas les actions tactiques bien maîtrisées pour les joueurs qui sont en élite, et si on n'a pas les procédures tactiques, si on n'a pas les moyens tactiques, on ne va pas y arriver à la même place. Moi, j'étais choqué quand je suis arrivé en France parce que c'est vrai que dans la D1 et dans la D2, à chaque fois, les championnats ils évoluent un peu plus. Mais j'étais choqué qu'il n'y avait aucun club avec une école de futsal en entier, au complet. Ça, c'est pour moi. Si tu veux grandir les futsal français, si tu veux grandir ton équipe, ça, tu n'as pas le choix de faire ça. Surtout parce que c'est logique. En plus, tu vas économiser d'argent parce que tu vas former des joueurs chez toi. Et tu ne vas pas payer des Brésiliens, des Espagnols, tout ça. Et après, pour moi, c'est clair, pour répondre à la question, la première chose, c'est parce qu'il n'y a pas un travail d'école de futsal, de base, et les joueurs, ils n'arrivent pas à D1 ou D2 au senior avec les bases suffisantes pour travailler tactiquement. Et les deuxième partie de cette réponse, c'est la formation des entraîneurs. Nous, en Espagne, on a la chance qu'on a tous les trois, dans tous les sports collectifs, c'est qu'on a une école d'entraîneurs qui c'est super. C'est super. C'est comme une carrière universitaire. Moi, pour devenir entraîneur de D1 en Espagne ou pour travailler dans l'équipe nationale, je dois faire 3 ans. Ce n'est pas 2 semaines Clairefontaine. C'est 3 ans. Je dois faire les niveaux 1, c'est 1 an en entier. Après, je dois faire des pratiques, 6 mois. Les niveaux 2, 1 an. Après 6 mois de pratiques. Et après, les niveaux 3, je dois faire 1 an. Je dois composer un document d'investigation tutorisé pour les meilleurs entraîneurs d'Espagne. Je dois approuver ça. Ce n'est pas un cadeau, mais tu dois travailler. Et après, tu dois refaire 6 mois de pratique. Et une fois que tu as tous les 3 niveaux, tu peux être entraîneur en D1. En France, ce n'est pas pareil. Ça commence déjà avec les futsal performance. J'étais mis dans les futsal performance. Je vois des collègues qui sont été avec moi là-bas. Ça commence à avoir un petit peu plus de la formation. Mais pour moi, c'est fondamental d'avoir des investissements dans la formation des entraîneurs et dans les constructions des écoles de futsal en France. Et Manolo, je te laisse parler. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas répondre maintenant. Non, merci Rafa. Merci Rafa d'avoir répondu pour moi. Un petit moment. J'ai un petit problème chez moi avec les chiens. Bon, non, c'est pareil. Je pense de la même façon que toi, Rafa, et je pense qu'Alberto il va partager aussi nos avis. Et la première des choses, c'est vrai que quand on est arrivé ici en France, on croyait qu'il y avait un peu plus de développement à niveau des clubs, à niveau des équipes, à niveau des formations de nos jeunes. Et on a vu justement que c'était les points faibles. Et c'est la différence peut-être entre la France, l'Espagne ou le Portugal. On pose toujours l'exemple de l'Espagne, mais il y a d'autres pays comme c'est le Portugal, comme c'est l'Italie, qui travaillent aussi bien la base. Et ils savent que c'est le futur, c'est l'avenir du futsal. On travaille bien les principes, tous les bases en attaque, en défense. Et d'ici quelques années, on va avoir des joueurs bien formés qui sont capables d'arriver à un club de D1, même D2, et de faire un travail de ouf. Donc voilà, déjà, c'est l'une des choses. Je pense que c'était l'un des points faibles ici en France. Mais petit à petit, ça s'améliore. Je crois que tout le monde a compris, tous les dirigeants du club ont compris que c'est l'avenir aussi du futsal en France. Et puis aussi, le fait aussi de partager, comme c'est le cas d'aujourd'hui, partager avec, je ne sais pas, 60, 70 personnes passionnées de futsal comme nous, qui essayent aussi de partager des idées, qui nous ont demandé, qui nous ont posé des questions, qui nous ont appris. Donc voilà, pour moi c'est magnifique ça, et c'est l'une des choses qui nous ont amené
peut-être à sauter en France et à partager toutes nos connaissances aussi là-bas. Alberto. Alberto, avant que tu finisses, je me permets d'être un peu critique avec les formateurs français parce que je suis en train de lire. Oui, le problème c'est qu'on n'a pas de créneaux, on n'a pas la mairie, il ne fait pas des investissements, la Fédé, il faut arrêter de dire ça. Regardez, ça c'est bien, c'est vrai, mais quand nous on a commencé en Espagne, c'était pareil. C'est les succès de sport qui va être tiré à maman Fédé et papa État. Mais il ne faut pas demander à papa État et maman Fédé de tout faire. C'est nous-mêmes. Alors, si je n'ai pas de créneaux, je n'ai pas de championnat chez moi, dans ma région, je vais parler avec tous les collègues qui sont dans la même situation que moi. Et c'est moi-même qui vais organiser un petit championnat. Ou je vais organiser des petits créneaux. Même un challenge. Quand la Fédé, il va se rendre compte de ça, de que le futsal, c'est attractif, c'est efficace, c'est rentable. Alors, la Fédé, c'est sûr qu'il va se mettre dedans. Nous, en Espagne, on est né comme ça. Hein. On n'avait pas les appuis de la mairie, on n'avait pas les appuis de la Fédé. C'est le futsal qui l'a grandi tout seul. Et une fois qu'on est grand, c'est ça que la Fédé a dit, ouais, ça m'intéresse de rentrer. Mais c'est nous qui on avait l'envie de progresser. Okay? C'est que ça. C'est pour être un peu autocritique aussi. Mais il faut travailler, il faut que tout le monde travaille pour faire devenir les futsal à la hauteur qu'il mérite de la France. Moi, je suis plutôt d'accord avec mes deux collègues. Je vais ajouter seulement un petit détail. Moi, je suis très bien d'accord avec la formation des coachs. La formation des coachs, ça devrait être beaucoup plus exigeant, on va dire. C'est pas parce qu'on passe 3 cours de football extérieur et deux semaines à Clairefontaine qu'on devient un spécialiste, on va dire. D'abord, je pense que c'est en train de changer. Ils ont créé le BFA ou BFA futsal pour faire avant des trucs. C'est déjà les choses importantes, c'est qu'ils commencent à faire des pas vers l'avant. Il y a des programmes, des projets très intéressants comme les pôles de France qu'il fait, Raphaël Renaud, il fait vraiment, à mon avis, très bien. J'ai pu les connaître à Lyon. Franchement, les systèmes qui sont, on va donner déjà un plus à l'équipe de France dans le futur, marqué à l'équipe de France dans le futur, parce qu'on travaille sur une trentaine de joueurs. Donc, ça ne va pas changer le futsal de tous les pays, mais ça va déjà mettre sur la vitrine l'équipe de France et ça peut attirer des autres choses. Bien évidemment, le futsal scolaire. En Espagne, dès que tu as 6 ans, tu commences avec le futsal. Normalement, tu restes là-bas jusqu'à les 11 ans que tu pars au football si tu veux. Et sinon, si tu es un passionné de futsal, tu restes au futsal toute ta vie. Comme ça peut m'arriver à moi. Et les choses principales maintenant, pourquoi ça n'arrive pas tactiquement maintenant que tout est là. Maintenant, l'accès à l'information, c'est beaucoup plus facile et ça fait 20 ans. Tu as sur Internet, il y a tout. Donc, si tu vas un spécialiste, tu vas prendre plus d'Internet si tu passes 9 heures là-bas par jour qu'à faire un cours même en Espagne. Mais le problème maintenant, c'est que la génération actuelle des joueurs de futsal en France, c'est une génération de footballeurs fracassés, entre guillemets. Okay? C'est une génération de joueurs de foot qui n'a pas réussi à faire de lui un joueur de foot pro et arriver au futsal un peu par les rebondis, on va dire. Avec tout le respect pour ce type de joueurs, mais s'ils ne sont pas arrivés à niveau top avec leurs conditions, parce qu'il y a des joueurs techniquement beaucoup mieux qu'en Espagne. En Espagne, on n'a pas Landry Ngala. En Espagne, on n'a pas Moudedine. On n'a pas Sohail Moudedine. On n'a pas. On n'a pas ce type de joueurs avec ses physiques, avec ses conditions techniques. Pourquoi ces joueurs qui ont commencé, et moi je les respecte parce que pour moi, c'est mes 2 joueurs préférés à l'équipe de France. OK? Et pourquoi ces joueurs, ils n'ont pas réussi, ils sont finis au futsal? Parce qu'il y a quelque chose qui les a empêchés d'arriver à... Je ne connais pas leur cas précis. Hein. Je ne veux pas qu'ils s'énervent après derrière moi. Mais pourquoi je ne parlais pas de eux deux? Je parlais de plusieurs joueurs et surtout des joueurs que j'ai pu avoir dans mes équipes qui sont commencés au football. Ils sont joués jusqu'à certains niveaux. Ils sont déjà arrivés les plus hauts à CFA2
Pourquoi ils ne sont pas arrivés plus loin? Il y a un souci, pas un souci, mais il y a un détail de concentration, il y a un détail de sérieuxité, il y a un détail de focus, il y a un détail de personnalité qui les a empêchés d'aller là-bas. Et ils finissaient en futsal. Donc forcément, ce n'était pas son schéma rêvé, même si pour la plupart d'eux, ça les fait énormément plaisir. Eux, dans sa tête, maintenant, dans l'équipe d'Espagne, je suis sûr qu'ils sont tous des joueurs que quand il était petit, il rêvait d'être un joueur de futsal de l'équipe d'Espagne. Maintenant, en France, les joueurs qui sont élégants sont des joueurs qui rêvaient d'être Sissou, qui rêvaient d'être Pires, qui rêvaient d'être des joueurs qui ont marqué leur époque au foot, mais que finalement, ils n'ont pas réussi. Donc, c'est ces petits détails qui peuvent nous dire, pour ça, moi, je pense que dans une génération, maintenant, avec ça qui arrive, avec les écoles de futsal qui commencent à grandir, moi, je viens de Futsal Mondor où il y a 500 licenciés environ. Il y a une école, tu vois, les samedis matins, c'est plein, la salle des parents, des enfants, il y a adapté les terrains pour les plus petits. On fait un terrain, on fait 4, et on a 100 enfants là-bas, avec un espace à sa taille, parce que ça ne sert à rien. Un enfant qui fait même pas un métro, il joue avec un ballon grand comme il joue les grands dans un terrain énorme où il ne va pas voir d'un côté à l'autre la cage parce que son point de vue est le plus petit. Mathieu, ça commence à grandir. Ces joueurs, demain, s'ils sont forts, c'est sûr que la plupart ils vont être appelés pour les équipes de la zone. Donc, le football, c'est pas. Pour ceux qui ont la chance, même l'OL, il peut l'appeler. Ben, d'un moment, ils vont choisir. Si ça les plaît énormément les futsal et qu'ils ne voulaient pas être au foot, ils vont rester, ils vont être. Personne réussit dans leur vie. Personne qui voulait être, moi, je veux être un joueur de futsal Mondor quand il sera grand. Et ça ne m'intéresse pas l'autre côté. S'il arrive, ça sera une personne avec une vie réussie et qui aura fait ces étapes. Mais il manque pour ça 10 ans, on va dire, 5-10 ans. C'est mon point de vue. Je ne sais pas si c'est partagé, mais c'est à moi mon point de vue. Et pour finir, parce que sinon il va me saouler après par Facebook. Il faut finir. Il y a une petite question, on va les répondre le plus vite possible de Manouvan. Il me demande, dans vos interventions respectives, comment organisez-vous des apprentissages que vous dispensez? ¿Cómo organizamos los aprendizajes y memorizamos los aprendizajes que vamos a dar? Bon, il y a une partie, comme Rafa nous a expliqué, c'est vrai que la formation qu'on a reçue au niveau de futsal est une formation très complète. C'est une formation que c'est pas facile, mais qui est passionné vraiment pour le futsal et il va la faire avec plaisir. Donc déjà, il y a une base très claire de la formation qu'on a reçue à la fédération. Et puis, il y a aussi les désirs d'apprendre à chaque fois de nouvelles choses, d'apprendre des meilleurs entraîneurs, de faire, par exemple, comme on fait en Espagne, des congrès tous les années avec tous les entraîneurs nationaux d'Espagne. Là-bas, il y a des intervenants qui sont top, sont les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs de Ligue 1 en Espagne, de l'étranger, des sélectionneurs. Donc, chacun apporte un petit peu. Et avec tout ça, toutes ces informations-là, ça va enrichir notre parcours, notre formation et tout ça. Et petit à petit, chacun élabore un petit peu les choses qui lui intéressent un peu plus. Et donc, moi, j'ai un peu plus d'intérêt sur la défense. Donc je cherche tous les paramètres de la défense qui vont me permettre peut-être de faire mon taf un peu plus facile. Je cherche, j'enquête un petit peu, je demande à mes collègues, j'assiste à une formation. Voilà, et ça me permet aussi d'avoir un peu plus d'informations. Et puis après, chacun entre nous, heureusement, on n'a pas les mêmes idées, donc chacun élabore en fonction de sa façon de regarder le futsal, de sa façon de comprendre les deux phases de jeu, l'attaque et la défense, et c'est comme ça qu'on construit.
Bon, c'est moi comme je l'ai fait. Après, je ne sais pas si Rafa, c'est à peu près pareil. Moi, pour finir, je vais être rapide dans la réponse. Tu m'as demandé, tu peux me répéter la question? Dis dans vos interventions respectives, comment vous vous organisez pour mémoriser les apprentissages que Ok. vous disposez? Je savais déjà la réponse, je te la fais répéter pour faire la performance. Et ma réponse est simple, ça dépend. D'accord, Bon, j'ai fini. d'accord. Hein? Ok. Donc, Non, je vais les répondre un petit peu. Après, comment on organise un petit peu, vraiment ça dépend. Vraiment ça dépend. Mais normalement, comme il a dit, par rapport à la tactique, après chacun il a son méthodologie de travail. Moi, je travaille toujours par rapport à les matchs qu'on va jouer les week-ends, les samedis. Même si je mets des contenus généraux, à travers surtout à la prépa, je mets que des contenus. Et après, je fixe les contenus pour travailler, pour affronter à Manolo Moya avec Montpellier, à Cléné ou à Mondeur avec Alberto Arteaga. Si on joue contre une équipe d'une catégorie inférieure, dans la Coupe de France. Mais je travaille pour les matchs. Je travaille pour les matchs. Parce que pour moi, malheureusement, en élite, c'est ça qui me va faire manger ou qui me va pas faire manger. Si je perds 3 matchs d'affilée, je fais les valises et je rentre chez moi. Mais par contre, c'est pas pareil si on travaille dans la formation. Je travaille des contenus, je veux faire devenir les joueurs. Même comme ça, je travaille pour les matchs, mais sans oublier que mon objectif primordial, c'est faire devenir les joueurs plus intelligents. Pour moi, c'est vraiment un plaisir écouter aujourd'hui à Manolo Moya et dire, quand il parle de Gebli, merci Rafa parce que tu as fait un bon travail avec Gebli. Pour moi, ça c'est l'objectif. Moi, je suis très fier de peut-être que je n'ai pas joué la Ligue des Champions avec des Chirol, mais je suis trop fier que la deuxième année que j'étais à Chirol, j'ai eu 6 internationaux à Chirol. Okay? Il y avait 3 avec Turquie, 2 avec la France, 1 avec ça. Pour moi, c'est super. Mais je travaille, comme je vous ai dit, par rapport à la tactique, par rapport à les matchs, sans oublier que je dois faire l'entraîneur à les joueurs le plus intelligent possible. Normalement, avec les moyens, avec les actions tactiques, et si j'arrive à faire ce travail ensemble avec l'équipe réserve et avec toute l'équipe des clubs, je fais une idée de jeu pour tous les clubs. Ça, c'est parfait. c'est sûr que faire presser les joueurs dans les patinoires de Chirol, il y a eu des mérites. Hein. Je sais pas, on n'a jamais joué en face. Contre Manolo, je jouais comme ça. Si vous voulez savoir quelle défense est plus efficace, la mienne qui prend toujours des risques, ou la sienne qui parfois il prend des risques, ou parfois il ne prend pas des risques. On a joué 4 fois et j'ai perdu les 4 fois. En tout cas, Contre, on a gagné un match amical et on l'a mis en sac, on l'a mis 16 ou 17, ou un truc comme ça. Mais c'était amical. je ne sais pas si on se verra, Rafa, quand tu joueras contre une équipe inférieure, ou peut-être tu vas être dans une équipe nationale et tu pourras jouer contre moi. Mais... Ouais, c'est ça. Pour finir, pour remercier la question à Manu, c'était une blague, ça, dès qu'il allait me saouler, ça, un mec bien sympa. Moi, je pense que bon, Rafa et Manolo, maintenant, ils font de ce métier, mais ils ont été beaucoup de temps à moi-même situation. Moi, je me sens un privilégié de faire le travail que j'ai fait. Je me sens un privilégié de vivre 24 heures pour le futsal. D'accord? Donc, quand tu vis 24 heures pour une chose et tu aimes les choses que tu fais, tu essaies de que ça finisse pas. Et pour que ça finisse pas dans un monde que ça évolue tellement vite comme le sport et que ça peut changer d'un jour à l'autre, que d'un jour à l'autre tu gagnes un match et moi, même des abdos quand je gagne un match, je suis plus beau, plus haute et quand je perds, je suis la plus grosse merde qu'il y a. D'accord? Donc, ça qu'on cherche, c'est de gagner le plus de fois possible. Pour gagner le plus de fois possible,
Tu ne peux pas être assis sur ton canapé et dire je vais faire le même entraînement que la semaine dernière, ça a marché, je vais planifier le même système qu'a utilisé Manolo pour gagner Rafa le dernier match, ça a marché. D'accord? Il faut évoluer, il faut surtout se poser des questions. Pour se poser des questions, voir des matchs. Voir des matchs. Les plus tu vas voir des matchs, les plus tu vas découvrir des choses. Moi, maintenant que je suis dans un coin, on va dire trop voir des matchs, parce que je dois regarder des matchs que je vous conseille même pas. OK? Mais de tous les matchs, tu peux sortir des choses. Moi, j'ai appris plein de tactiques en voyant, par exemple, le Liban de Paco Araujo, travailler un système de faux 4-0 ou de faux 3-1 avec les 1 très serrés. On va dire, les jeux de cortines, des rideaux qui fait l'Argentine. Et ce sont des systèmes que si je ne serais pas à sa place et je n'aurais pas réfléchi sur ça, peut-être que je n'aurais pas appris. Et des deux, comme bien a dit Manolo et Rafa, c'est faire des formations. Il y a plein de cliniques, il y a plein de formations comme ça dans ce moment en Espagne. Et il y a peut-être trop de formations comme ça en Espagne. Raphaël le sait bien, qui fait un programme tous les jours et qui ça se superpond l'un sur l'autre. Mais si tu les regardes pour essayer que l'information tombe sur toi, tu es mort. Si tu les demandes en te faisant des questions, pourquoi il fait ça, comment il fait ça, comment je peux intégrer ça, parce que peut-être ça que j'ai dit de scouting, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez un travail de 10 heures au télétravail dans ce moment et vous n'avez pas le temps parce que vous savez que 2 séances et voilà, dans les pires des cas, vous n'avez pas les moyens de mettre un ordinateur à côté d'un projecteur et le mettre sur un écran comme on le fait à Cléné ou à Mondor. Comment je peux adapter ça qu'il fait à mon jeu par jour? Comment je peux adapter ça à la réalité de mon équipe? Parce que ça que je vais te donner pour ton équipe, forcément, ça ne va pas marcher. Ça marche pour mon équipe. Moi, il faut réfléchir, se poser des questions de comment ça. Une fois que tu réfléchis, tu te poses des questions, tu vas créer ton propre apprentissage. Et quand c'est ton propre apprentissage à toi, il n'y a pas besoin de la mémoriser parce que c'est une chose que c'est propre, comme ton nom de famille ou comme ton numéro de portable. Tu les connais par cœur. Donc, voilà, c'est ça ma réponse. Et pour le reste des questions, je crois que ça sera soit sur les posts Facebook avec la vidéo, soit par mail un par un. Je vous remercie beaucoup, Manolo et Rafa, de vous avez mis dans les situations à fond et c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous. Je vous remercie à tous que vous êtes restés de vous à la fin, même ceux qui sont partis. J'ai reçu pas mal de messages de je dois partir maintenant parce que voilà, etc. C'est pas où ils vont partir. Hein. Ils devaient partir parce qu'il y a forcément des auto-formations, des télétravail, etc. Pour être la première expérience, je suis franchement, vraiment, je me sens vraiment heureux. Et je vous dis, s'il y a quelqu'un qui veut proposer une autre formation, on peut se donner, on peut parler de ça, se donner une date facile et organiser encore un autre. On essaiera d'être un peu plus bref, on essaiera d'être un peu plus rapide dans les dissertations. Mais sinon, merci beaucoup à tous de tout cœur et j'espère vous revoir les prochains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pensez pour Joan, bon rétablissement. Allez, toutes les personnes qui sont avec les problèmes de corona dans la famille, tout ça, courage à vous, restez à la maison et ça nous fera plus fort. D'accord? Merci à tous. Allez, merci à vous. À la prochaine. Ciao.